Merci de m'accueillir. Je vais m'exprimer en français et puis nous pourrons dialoguer en anglais, bien sûr, si vous le souhaitez. Avant de vous proposer quelques points d'attention sur, au fond, ce qui marche dans les médias et ce qui ne marche pas, j'aimerais procéder à un petit sondage auprès de vous. J'aimerais savoir ce que vous pensez des médias. Alors, je vais vous demander de vous exprimer à main levée. Il y aura juste 2 questions. C'est pour sentir un peu la salle. J'invite tous ceux qui pensent que les médias offrent une vision optimiste, une vision positive, réconfortante du monde. Je les invite à lever la main, c'est-à-dire au fond ceux qui pensent que les journalistes, les médias participent pleinement au développement économique, social, spirituel du monde, que ceux-ci lèvent la main. Alors je vois 2 mains qui se lèvent, je vous remercie. Et maintenant j'invite tous ceux qui pensent que les médias offrent une vision pessimiste, noire du monde, à lever la main. Voilà, alors ça prouve, y compris d'ailleurs ici, je vois. Bon, le résultat évidemment montre qu'il y a du pain sur la planche, comme on dit, du travail à faire, et que nous, journalistes, nous devons accepter de nous soumettre à la critique, nous qui sommes experts dans cette matière de la critique. Avant de voir ce qui ne va pas dans les médias, j'ai une naturelle optimiste, j'aimerais d'abord vous dire quelques bienfaits des médias, ce qu'ils réussissent. Alors bien sûr, nous le savons tous, vous le savez, les médias, vous le pensez tous ou presque, les médias sont moutonniers, sheep herd, ils sont pessimistes, ils sont trop puissants, ils sont versatiles, ils changent d'avis tout le temps. Et sans doute qu'un certain nombre d'entre vous, des chefs d'entreprise ici, vous vous dites, quand les médias parlent de moi, quand les médias parlent de mon entreprise, de mon activité, eh bien ils disent énormément de bêtises. Et naturellement, j'imagine, je me mets toujours à votre place, ça ne m'incite pas à les croire quand ils parlent d'autre chose. Et je comprends qu'un certain nombre d'entre vous, vous disiez ça. Alors, j'aimerais parler des médias occidentaux, qui est plus ma partie. Quels sont les points positifs? J'en vois 5. Je pense que les médias font relativement bien ce qui est leur mission première, qui est, je pourrais dire ça en une phrase, donner du sens au bruit, informer de ce qui se passe, trier les informations, les hiérarchiser. Le monde est de plus en plus complexe à lire, les médias font ce travail de pédagogie très utile. Après tout, ce sont des journalistes qui ont mis les doigts sur la mondialisation, pour lui donner un nom, l'expliquer. C'est un journaliste français. Un journaliste américain, Thomas Friedman, a été le premier à écrire un livre, La Terre est plate, pour, dans le domaine économique qui est le nôtre ici, pointer les choses. Ce sont aussi les médias qui savent le mieux, je crois. Albert Londres disait « mettre la plume dans la plaie, pointer ce qui va mal, sans la pression médiatique ». Qui relaie parfois le travail d'organisations non gouvernementales, un certain nombre, mon confrère le disait tout à l'heure, un certain nombre de conflits oubliés, de guerres oubliées, de situations sociales insupportables, de scandales politiques auraient disparu. Il est possible aussi que les conditions de travail chez Foxconn, en Chine, serait peut-être plus difficile encore qu'elles ne le sont si les ONG relayées par les médias n'avaient pas mis, début 2012, l'accent sur cette entreprise. Donc, premier point, les entreprises font relativement bien cette mission de donner du sens au bruit. Je crois ensuite que les médias savent donner du relief, de la valeur historique à certains événements liés à la paix. Alors, chacun d'entre nous, je m'adresse aux Français, mais aux Européens aussi, mais peut-être dans le monde entier, cette image a marqué. Nous avons en tête la photo de François Mitterrand et du chancelier Helmut Kohl qui se donnaient la main en 1983, je crois, à Verdun, un signe de réconciliation franco-allemande. Ici, la poignée de main entre Shimon Peres et Yasser Arafat reste dans nos mémoires. Donc, donner du relief, ça les médias savent le faire. Troisièmement, les médias manifestent de la compassion envers les plus pauvres,
pas toujours, mais c'est généralement le cas. Le séisme d'Haïti, le tsunami en Asie, puis au Japon, les médias ont joué un rôle d'alerte, de vigie pour que la compassion internationale ne baisse pas. C'est la même chose pour les sujets sociaux nationaux. Et puis, quatrième point, les grands médias sont généralement représentatifs des classes moyennes. D'un point politique moyen, les médias protègent généralement, dans l'Occident notamment, les médias protègent des extrêmes. Enfin, je ne pourrais pas terminer sur ces points positifs sans dire que les médias ont fait, même si c'est plus discuté, les médias ont fait des progrès en termes de formation, de qualification. Je pense à l'économie notamment. Voilà 5 points qui me semblent positifs, on pourrait évidemment en trouver d'autres. D'une certaine manière, de cette certaine manière, les médias participent au développement et font avancer un certain nombre de valeurs. Alors à ce moment, il faut préciser bien sûr ce qu'on entend par médias, parce que ça change, vous le savez tous, extraordinairement vite. Les médias, ce sont ceux qui font intermédiation entre les faits et l'opinion. Je vais vous surprendre, mais aujourd'hui, contrairement à une idée largement reçue, une idée faite, l'information générale a pour source principale encore aujourd'hui les grands médias spécialisés dans l'information. Sur Google News, la quasi-totalité des articles, Google Actualité, ce sont des sites de presse qui sont cités, New York Times, FT, Wall Street Journal, etc., etc. Le Monde, bien sûr, en France, les Échos parfois. Et donc, ce sont des professionnels de l'information. Les informations que vous lisez émanent la plupart du temps de professionnels de l'information. En revanche, c'est vrai qu'il y a 2 changements majeurs. C'est 1, les canaux par lesquels l'information générale circule ont changé, se sont multipliés. Et puis l'information directe de proximité, elle ne passe plus par les médias généraux, évidemment Facebook, Twitter, etc. Donc c'est un changement assez considérable dans notre mode de fonctionnement qui a des conséquences. J'en parlais avec Pierre Lecoq pendant l'heure du déjeuner, qui a des conséquences. Les médias traditionnels, le print, les radios, les télévisions, les chaînes d'information en continu, sont obligés pour attirer de l'audience, pour concurrencer les sites d'information, et Twitter et Facebook sont obligés de faire plus de bruit. Il faut monter le volume de l'information, accorder peut-être parfois plus d'importance à certains événements qu'ils n'en ont en réalité, pour que ce bruit soit plus audible. Ça, c'est un changement majeur dans la façon dont l'information est fabriquée. Je crois qu'on peut identifier aujourd'hui 3 défis pour les médias. Le premier défi, c'est, à mon avis, celui de l'exhaustivité. Nous, journalistes, disons l'actualité, mais nous ne disons pas toute l'actualité. Nous ne disons pas, c'est vrai, ce qui va bien, ce qui fonctionne. En matière économique, nous parlons peu des entreprises qui vont bien, nous parlons davantage des plans sociaux. Nous parlons davantage des difficultés de la mondialisation que des réussites de la mondialisation, des classes moyennes qui vivent mieux au Brésil, en Chine, en Indonésie et en Afrique du Sud. Alors évidemment, quand on dit ça, on est un peu taxé de boy scout. Mais je crois qu'il y a depuis quelques années une attente d'informations plus équilibrées. Je le ressens un peu partout, une attente d'informations qui soit moins noire. Je donnerai un exemple. Une association s'est créée il y a quelques années en France qui s'appelle Reporters d'Espoir et qui s'est développée dans d'autres pays, qui propose des reportages sur des initiatives qui réussissent, économiques, sociétales, sociales. Jusque-là, quand je m'exprime comme ça, c'est sympathique, mais ce n'est pas très intéressant au-delà d'un cercle restreint de gens concernés. Mais cette association en France a proposé au grand quotidien de gauche en France, le plus à gauche, c'est le journal Libération, a proposé à ce journal de lui fournir le contenu d'un de ses numéros, de fournir tous les articles à Libération. Libération, depuis 5 ans, le jour de Noël,
publie un contenu qui est exclusivement celui fourni par des informations positives, des initiatives. Et Libération, le responsable de Libération, me disait qu'il a été absolument stupéfait parce que depuis 5 ans, écoutez bien, c'est la meilleure vente de l'année de Libération. Ça dit évidemment un certain nombre de choses. Deuxième défi, donc premier défi, l'exhaustivité, dire les choses de manière plus équilibrée. Je crois que le deuxième défi est un défi d'humilité et de bonne utilisation de leur énergie par les journalistes. Alors évidemment, il faut s'expliquer. Humilité, les journalistes, nous sommes des commentateurs. Nous savons et nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas des acteurs. Et ce sont les acteurs qui prennent les risques. Il faut s'en souvenir. Alors, il n'est pas moins noble d'être commentateur que d'être acteur, mais cela doit inciter, alors je ne sais si j'ose le mot, à une certaine bienveillance des commentateurs vers les acteurs. Ça ne veut pas dire naturellement que l'information ne doit pas être donnée, ça ne veut pas dire qu'il faut être un peu niais, mais ça veut dire que les acteurs méritent une certaine bienveillance. Nous devons ensuite bien utiliser notre énergie et notre temps qui sont forcément limités. Les moyens des médias sont généralement limités, les moyens financiers et les moyens en temps. Nous travaillons toujours dans l'urgence. Les journalistes, je crois, c'est notamment le cas en France, je crois un peu en Europe, sont trop attachés à se pencher sur les jeux du pouvoir, la façon dont les responsables politiques ou les responsables économiques accèdent au pouvoir politique ou dans leur entreprise. Par rapport, ils s'y intéressent peut-être plus qu'ils s'intéressent un peu moins au suivi de ce que les responsables font de leur pouvoir. On s'intéresse aux enjeux du pouvoir, aux jeux du pouvoir et pas toujours aux enjeux du pouvoir. C'est une facilité de surveiller les politiques au lieu de discuter de leurs actions. Troisième défi, les médias peuvent-ils être apporteurs de solutions, devenir acteurs? Ils ne sont pas principalement des acteurs, mais peuvent-ils devenir des acteurs et assumer de l'être? Alors je voudrais raconter là une expérience, celle d'une agence de presse qui s'appelle Spark News, qui a été créée par des Australiens et des Français, qui travaillent un peu partout maintenant. C'est une plateforme de vidéos qui propose des solutions à partager dans les domaines socio-économiques, mais aussi politiques. Un autre témoignage, un jour, pour montrer que les médias peuvent être acteurs aussi de paix et changer les choses, un jour le Time of India et son équivalent du Bangladesh ont décidé de faire des unes croisées, la manchette, la une, le titre principal croisé. Pour l'un, au Bangladesh, c'était I love India, et au Bangladesh, en Inde, c'était I love Bangladesh. Ça a eu un succès immédiat, et je voudrais juste vous passer une vidéo d'1 minute. There's an opportunity for newspapers to play, and media generally, news media to play, a vastly enhanced role in the life of the reader. It need not be just a reporter of news. It can be a mobilizer of opinions. In the absence of credible political leaders, newspapers are indeed expected to play that role. Why don't we do a peace initiative together? And we launched something on the 1st of January 2010, which actually stunned the country, actually. It had the words across 4.5 million copies of the Times of India. It had the words "Love Pakistan" written on it. And it stunned, I mean, I think it's sort of, you've got to be an Indian to realize how unthinkable almost this idea is at one level. And the copy just went on to say that it feels strange to even see those two words together, doesn't it? But why should it be the case? Why should there not be a time, perhaps within our own generation, where such a thing is possible? Alors, j'essaye d'éteindre, pardon. Une des lettres. Top.
c'est le plus simple, je ferme. Voilà, c'est un exemple évidemment qui peut paraître un peu caricatural ou presque boy scout encore, mais je crois que les médias peuvent changer la donne. Alors je crois en conclusion que ces défis qui nous sont posés, à nous la presse, à nous les médias, sont collectifs et individuels, mais ils sont d'abord individuels. C'est à chacun de voir dans ses rédactions, dans ses médias, à la radio, la télévision, la presse écrite, ce qu'il peut faire. 3 points. Les médias ont d'abord à faire évoluer leur état d'esprit, notre état d'esprit. Notre moteur, c'est le scepticisme. C'est normal. Nous devons être sceptiques pour raconter les choses et douter de ce qu'on nous dit. C'est non pas la base de la profession, mais c'est une condition. En revanche, attention à ce que le scepticisme ne devienne pas le moteur et ne se transforme pas en cynisme. Ce qui est différent. Alors Goethe, on va utiliser des références, fait dire à Méphisto dans Faust « Je suis l'esprit qui toujours nie ». Nous avons une tendance, parfois, les choses devenant plus complexes, le monde devenant illisible, à devenir cynique, à douter de tout, à considérer que le monde est absurde. Non, le monde n'est pas absurde et vous êtes ici, nous sommes ici pour le dire. Deuxième point, les médias doivent travailler leurs mains. Les médias, nous ne pouvons pas nous laver les mains, un peu comme Pilate, référence. Nous ne pouvons pas nous laver les mains comme Pilate, nous ne pouvons pas nous laver les mains de ce que nous disons. Ce que nous disons a des conséquences. Nous ne mesurons pas toujours les conséquences de ce que nous disons. Et puis, troisième point, les médias doivent travailler avec leurs pieds pour aller voir, ne pas se contenter des idées toutes faites et des idées voilà, toutes faites. Il faut aller voir de l'autre côté du monde, oublier les idées reçues. Les relations entre, et j'ai presque terminé, les relations entre les entreprises et les médias sont un peu ambiguës parce que les entreprises sont des corps, un peu des objets presque non identifiés pour les médias. Ce sont des corps intermédiaires. Ce n'est pas la sphère familiale, privée, ça n'est pas non plus la sphère publique, politique. Comment traiter de choses qui sont à la fois, au fond, les entreprises, à qui ont-elles des comptes à rendre? À qui avez-vous des comptes à rendre? Bien sûr, aux actionnaires, aux stakeholders, d'une manière générale, mais est-ce que vous avez des comptes à rendre à l'opinion tout entière? L'idée est que oui, mais les médias considèrent que les comptes sont à rendre quand les difficultés viennent, quand il y a les scandales sanitaires, quand il y a des crises ou des plans sociaux. Donc il y a une relation un peu ambiguë entre les entreprises et les médias. Et puis il faut dire, et c'est un message que je vous adresse en tant que médias, les entreprises sont moins accessibles qu'il y a 10 ou 15 ans, clairement. La communication des entreprises est devenue une communication très formelle, institutionnelle, c'est lié à la bourse pour partie, mais ça ne rend pas facile la communication et l'image que vous projetez. Et quand il y a une vraie crise, à ce moment-là, tout ce qui n'a pas été fait dans les années précédentes se paye cash. On peut s'interroger pourquoi certaines entreprises ont des bonnes images et d'autres moins bonnes. Google, Apple, excellente image. ArcelorMittal, très mauvaise image. Certains peuvent changer de catégorie. Microsoft, très bonne image il y a 15 ans, image extrêmement moyenne aujourd'hui. L'image se travaille, ça n'est pas simplement une affaire de communication, mais c'est une affaire de dialogue permanent et de cohérence entre les valeurs et ce qui est affirmé. Louis Gallois a dit hier l'essentiel de la modestie, de la cohérence entre ce qui est affirmé et ce qui est pratiqué, et une certaine transparence. Voilà, j'ai été trop long, mais il me semble que le message terminal que je vous lancerai, c'est de vous dire à vous, chefs d'entreprise, exprimez-vous, dites vos valeurs. Vous les dites ici, mais rentrez chez vous et dites-les partout, y compris en France, pays où ce n'est pas le plus facile. Dites si ce monde économique vous convient, s'il est en accord avec vos valeurs spirituelles. Si vous ne le dites pas, personne d'autre ne le dira, et les médias n'en seront pas les principaux responsables. Les médias peuvent en être des amplificateurs. Servez-vous des médias, utilisez-nous. Merci.